Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, lundi 17 août, l'actualité est marquée par une intensification militaire entre l'Ukraine et la Russie. Des décisions américaines qui reconfigurent des équilibres en Asie et au Moyen-Orient, et des dossiers canadiens où se croisent immigration, transport et énergie. Nous reviendrons aussi sur des crises sanitaires et environnementales, ainsi que sur plusieurs enjeux économiques touchant le Canada et les chaînes d'approvisionnement internationales. Géopolitique. L'Ukraine a lancé l'une de ses plus vastes attaques aériennes de la guerre contre la Russie. Au moins 6 personnes ont été tuées. Dans la région russe de Belgorod, le gouverneur par intérim a fait état de blessés, dont un enfant de 14 ans. Cette attaque intervient alors que la guerre s'installe dans la durée et que les zones frontalières russes restent exposées à des frappes et à des retombées directes. En parallèle, des canaux ukrainiens sur les réseaux sociaux suivent et signalent les missiles russes. Beaucoup d'Ukrainiens s'y réfèrent pour évaluer le risque de frappe et ajuster leurs déplacements. Les autorités ukrainiennes tolèrent ces canaux parce qu'ils informent le public sur des menaces immédiates. Aux États-Unis, Donald Trump a ordonné au Pentagone de réduire les exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud. La décision vise notamment les manœuvres Ulchi Freedom Shield, prévues de commencer lundi et de se poursuivre jusqu'au 27 août. Donald Trump qualifie ces exercices de coûteux et de hostiles et estime qu'ils envoient un signal inapproprié à la Corée du Nord. Il met de l'avant sa très bonne relation avec Kim Jong-un pour justifier ce changement de posture. Donald Trump rattache aussi sa décision au fait que Séoul n'a pas aidé les États-Unis dans la guerre contre l'Iran, en lien avec l'objectif de dénucléarisation. Des responsables militaires américains et sud-coréens avaient pourtant averti que le régime nord-coréen gagnait en expérience, en observant et en intégrant des tactiques liées à la guerre en Ukraine. Au Moyen-Orient, Jared Kushner a rencontré la direction du Hamas dimanche, en Égypte. Cette rencontre s'inscrit dans un effort diplomatique américain pour relancer un cessez-le-feu à Gaza et faire avancer une feuille de route en 15 points soutenue par Washington. Cette feuille de route vise le désarmement du Hamas à Gaza et un retrait israélien du territoire palestinien dévasté par la guerre. Après ces discussions en Égypte, Jared Kushner doit poursuivre sa démarche en Israël. Une rencontre avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou est annoncée pour lundi. Dans le même contexte régional, des pays comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont condamné le rejet par Israël d'un plan de Donald Trump pour Gaza. Un autre dossier régional met l'Iran au premier plan, sur fond de préparation militaire. Téhéran aurait utilisé une fenêtre de 60 jours prévue par un mémorandum d'entente pour se préparer à élargir la guerre. L'Iran aurait accru sa production de missiles et de drones. Le corps des gardiens de la révolution islamique, les gardiens de la révolution, aurait aussi envoyé des conseillers vers des alliés au Yémen, en Irak et au Liban. L'objectif évoqué est l'élaboration de plans en vue d'un conflit régional élargi, avec des relais locaux déjà structurés. En Israël, le parti Likoud menace d'action judiciaire contre une initiative visant à ramener des Israéliens vivants à l'étranger pour voter. Le parti de Benjamin Netanyahou affirme que l'organisation concernée agirait illégalement, en contradiction avec des lois sur le financement politique. De son côté, l'AD Coalition répond qu'elle est non partisane. L'organisation soutient ne pas fournir de financement, tout en défendant la légitimité de son action de mobilisation électorale. Le différend place la question du vote et du rôle de la diaspora au centre d'un bras de fer politique et juridique. Canada. Les demandes de certificats de citoyenneté canadienne explosent et l'afflux est fortement alimenté par des milliers de requérants provenant des États-Unis. Les demandes viennent aussi d'ailleurs dans le monde, mais la hausse récente est particulièrement marquée. Une modification de la loi a provoqué une ruée de demandes et le système se retrouve sous pression.
Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada prévient que les personnes qui déposent une demande aujourd'hui pourraient attendre plus de 2 ans avant une décision. Le certificat de citoyenneté sert souvent à prouver officiellement le statut, notamment pour des démarches administratives et des droits associés. Ce délai annoncé devient un enjeu concret pour des familles et des candidats qui comptaient sur une réponse rapide. Au Québec, la passe mobilité proposée par le Parti québécois est associée à un manque à gagner d'au moins 77 millions de dollars par année. Ce trop financier toucherait directement les sociétés de transport. Le scénario présenté implique qu'un gouvernement du Parti québécois devrait compenser ces pertes. La question centrale devient la source de financement et la répartition de l'effort entre État et réseau. Le débat s'inscrit dans un contexte où l'achalandage, les tarifs et les budgets d'exploitation pèsent déjà sur les transports collectifs. L'enjeu immédiat reste l'équilibre entre accessibilité tarifaire et viabilité financière des services. Sur la côte nord, Septile est étudié comme point potentiel d'un projet de câble électrique entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Le projet est évoqué à une échelle de 30 milliards de dollars. Fait notable, la ville de Septile serait évaluée dans ce dossier sans en avoir été informée au départ. Ce type d'infrastructure vise à transporter de l'électricité sur de très longues distances, au moyen de liaisons sous-marines. L'emplacement d'atterrissement d'un câble peut transformer des enjeux locaux comme l'acceptabilité sociale et les retombées économiques. À ce stade, le point saillant demeure l'étude du site et l'écart entre l'analyse technique et l'information transmise au milieu concerné. En Colombie-Britannique, un drone d'allumage a été utilisé contre un feu de forêt par BC Wildfire. Il s'agit d'une première canadienne pour ce type d'opération. Le drone d'allumage sert à déclencher des brûlages ciblés, afin de priver un incendie d'une partie de son combustible. Cette méthode permet d'atteindre des zones difficiles d'accès pour des équipes au sol. Elle s'inscrit dans une logique de lutte plus précise, où la technologie réduit l'exposition directe des pompiers. Le recours à cette technique marque aussi une évolution dans l'outillage opérationnel disponible au Canada face au feu. En Saskatchewan, Environnement Canada envoie des ballons sondes depuis Saskatoon. Un ballon doit être lancé chaque jour jusqu'à la mi-septembre. Ces lancements servent à recueillir des données atmosphériques. Les mesures permettent d'améliorer le suivi des conditions météorologiques et la qualité des prévisions. Le fait de répéter l'opération quotidiennement souligne l'importance d'une série de données continues sur plusieurs semaines. Saskatoon devient ainsi un point concret de collecte pour alimenter les modèles et les analyses. Dans l'est du pays, un dossier énergétique se joue à Terre-Neuve et Labrador. Marc Carney doit s'y rendre lundi avec Christine Fréchette. La première ministre du Québec est attendue pour signer l'entente sur Churchill Falls avec Terre-Neuve et Labrador. Cette entente touche un site hydroélectrique au cœur des relations énergétiques entre les deux provinces. La présence conjointe de Marc Carney et de Christine Fréchette signale un geste politique encadrant une signature formelle. L'événement fixe un jalon précis, avec une date et un acte officiel annoncé. Science. Au Japon, la chaleur influence directement les comportements, jusque dans les activités quotidiennes. Une enquête indique que 60% des répondants abandonnent certaines activités à cause de la transpiration. Parmi les changements les plus fréquents, des personnes disent renoncer à leurs vêtements préférés. D'autres affirment éviter de s'approcher des gens pour limiter l'inconfort lié à la sueur. Ces ajustements illustrent des effets concrets de conditions étouffantes sur la vie sociale et les routines. L'enjeu dépasse le simple inconfort car il modifie aussi les interactions et la mobilité. Sur le plan technologique et militaire, Rakuten s'associe à la jeune entreprise allemande Helsing pour tester des drones au Japon. La force terrestre d'autodéfense japonaise doit mener des essais sur le terrain jusqu'à la fin septembre. Une porte-parole de Rakuten a confirmé la tenue de ces tests sur cette période.
L'objectif est d'évaluer les capacités de drone dans des conditions réelles d'utilisation. Ce type d'essai implique des paramètres concrets comme l'autonomie, la navigation et la robustesse. Le calendrier jusqu'à fin septembre fixe un horizon immédiat pour des résultats techniques et opérationnels. Au Canada atlantique, une recherche met en lumière un aspect méconnu de l'histoire acadienne, à travers des documents juridiques. Un chercheur qui étudie des testaments acadiens décrit ces écrits comme un acte de résistance. Le travail s'appuie sur des pièces matérielles présentées comme 2 feuilles de papier portant de l'écriture. L'intérêt scientifique porte sur ce que ces testaments révèlent d'une communauté, de ses choix et de ses stratégies. Le testament devient ici un objet d'étude, à la fois juridique et social. L'analyse se concentre sur la trace laissée par l'écrit et sur ce qu'elle signifie dans un contexte de pression et de survie culturelle. Climat. En République démocratique du Congo, une épidémie d'Ebola est devenue la plus meurtrière de l'histoire du pays. Au moins 2325 personnes sont mortes, d'après des données officielles. Le nombre de cas confirmés a atteint 4945, dont 101 détectés en 24 heures. L'épidémie est liée à une espèce rare de virus Ebola, appelée Bundibugyo. La progression rapide de l'épidémie pèse sur les capacités de santé publique et sur la réponse d'urgence dans le pays. En Europe, des événements extrêmes se multiplient entre incendies et pluies torrentielles. En Belgique, un feu dans l'est du pays a brûlé environ 12 000 carrés dans la réserve naturelle des Hautes-Fagnes. La Grèce combat aussi de grands feux et 2 personnes sont mortes sur une île près d'Athènes. En Espagne, des pluies intenses ont déclenché un glissement de terrain mortel dans le nord-ouest du pays. 2 femmes âgées de 60 et 80 ans ont été tuées dans cet épisode. Monde. Au Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva a lancé sa campagne pour briguer un 4e mandat, un fait historique dans la vie politique du pays. Le président âgé de 80 ans a promis d'empêcher le retour au pouvoir de l'extrême droite. Lula s'est adressé à une foule de partisans à São Bernardo do Campo, ville industrielle où sa carrière politique a commencé il y a près d'un demi-siècle. La campagne s'annonce comme un affrontement entre le camp de Lula et celui de Jair Bolsonaro, figure de la droite radicale. Flávio Bolsonaro, le fils de Jair Bolsonaro emprisonné, se présente comme un adversaire central et affirme vouloir combattre ce système. Les 2 principaux camps sont décrits comme proches dans les intentions de vote, à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre. En Colombie, le président a demandé à Donald Trump de suspendre des tarifs afin d'aider la reprise après un séisme. Le tremblement de terre a atteint une magnitude de 7,4. Le président de la Espriella est entré en fonction plus tôt ce mois-ci, quelques jours avant la secousse. La demande vise un allègement commercial pour soutenir l'effort de reconstruction. Le dossier se place à l'intersection entre catastrophes naturelles et politiques tarifaires. Il illustre comment une crise immédiate peut modifier des priorités diplomatiques et économiques. Au Maroc, les forces de sécurité ont arrêté près de 300 migrants qui tentaient de rejoindre Ceuta, l'enclave espagnole en Afrique du Nord. Cette tentative survient 2 semaines après un mouvement massif vers Ceuta, décrit comme l'une des crises migratoires les plus meurtrières de la région. Le précédent afflux a impliqué des dizaines de milliers de personnes. Les facteurs évoqués incluent la pauvreté et la désinformation. Les arrestations montrent une réponse sécuritaire sur les routes migratoires vers l'Espagne. Ceuta reste un point de passage à très forte pression, où chaque épisode entraîne des conséquences humaines et politiques. En Europe, un rival d'Eurostar a finalement obtenu le feu vert pour se lancer. Cette autorisation ouvre la porte à un nouveau joueur sur des liaisons ferroviaires internationales. La question qui suit, pour les voyageurs, porte sur l'effet potentiel sur les prix des billets. L'arrivée d'un concurrent peut changer l'offre et les fréquences, selon les capacités déployées. Le point concret du jour est l'obtention de l'autorisation, condition préalable à toute mise en service.
Les prochains jalons seront liés à l'exploitation, aux horaires et à la tarification, une fois l'entrée sur le marché concrétisée. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 399 $ américains, en hausse de 0,5% sur 24 heures. L'argent se négocie à 66 $ américains, en hausse de 1,3% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 63 360, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,721 $ américains. Les négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis se poursuivent. À l'approche d'une échéance serrée, le Canada cherche un accord pour éviter une menace de tarifs américains, décrite comme potentiellement écrasante, et prévue pour entrer en vigueur mercredi. Ottawa vise aussi un allègement additionnel sur des tarifs déjà en place dans des secteurs clés. Le dossier se décline secteur par secteur, signe de discussions techniques et fragmentées. L'enjeu est d'obtenir des exonérations ou des ajustements sans céder sur des points jugés stratégiques. Le compte à rebours jusqu'à mercredi donne un cadre immédiat où la forme finale d'un compromis reste déterminante. La guerre touche aussi des infrastructures commerciales en Russie, avec des impacts économiques directs. L'Ukraine attaque Wildberries, le plus grand marché en ligne de Russie. Depuis la mi-juillet, l'Ukraine vise presque chaque jour des entrepôts liés à cette entreprise. Kiev dit chercher à perturber des expéditions vers la ligne de front. Des experts estiment que ces frappes perturbent aussi l'économie russe au-delà de l'effet militaire. La répétition des attaques sur plusieurs semaines crée une pression logistique sur un acteur majeur du commerce en ligne. Un autre dossier met en évidence la dépendance persistante au combustible nucléaire russe. De l'uranium enrichi russe a été expédié vers Westinghouse Electric aux États-Unis. Westinghouse est une entreprise détenue par des intérêts canadiens. Des données d'expédition montrent l'acheminement de cet uranium alors même que la Russie attaque des infrastructures énergétiques en Ukraine. L'uranium concerné sert à alimenter des réacteurs commerciaux américains. Le contraste est net entre les tensions géopolitiques et le maintien de flux industriels jugés critiques pour l'électricité. À savoir aujourd'hui, le 17 août 1943, les forces alliées ont achevé la conquête de la Sicile, après un mois de combat pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 17 août 1982, le tout premier disque compact commercial a été produit, marquant une étape clé dans l'histoire de l'audio numérique. C'était Actu Rémi. Plus d'actualités sur acturemi.news.